Ouais, on arrive maintenant en deux dimensions. Ça va être un peu plus long, quand même pas terrible. Ici, je vais vous remarquer que les problèmes que vous allez avoir vont traiter de collisions en deux dimensions. Ça peut varier d'après les types de collisions. Donc, ceci va soit donner une nouvelle équation ou non. Soit vous êtes capable d'utiliser le fait que l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie cinétique finale. Et parfois, tu ne seras pas capable d'utiliser celle-ci. Il faudra que tu dépendes strictement sur la quantité de mouvement. Ici, ça, c'est un de ces types de problèmes. Pardon. Donc, initialement, j'ai représenté deux situations. J'ai avant ma collision et après ma collision. Ce qu'on dit, c'est que pendant un jeu de billes, une collision suive entre deux billes de masse égale. Donc, masse 1 égale à masse 2. Les deux ont la même masse. Ça va nous simplifier nos équations un peu, mais pas terriblement. Une des billes est d'abord immobile. Après la collision, elle acquiert une vitesse vectorielle de 1,1 m par seconde selon un angle de 40 degrés par rapport à la direction initiale du déplacement de l'autre bille. Initialement immobile, c'est ma masse 2, ma deuxième bille en vert. Après la collision, elle a une vitesse de 1,1 m par seconde selon un angle de 40 degrés. Donc, souvent, pour simplifier ton problème, je t'encourage de prendre un des mouvements initiaux et prendre ça comme ton axe de référence. Donc, si j'ai utilisé le déplacement ou la vitesse, le vecteur vitesse de ma première bille comme mon axe des X. Vers la droite c'est positif, vers le haut c'est positif aussi. On continue. La première vitesse après la collision est de 1,36 m par seconde, mais ils n'ont pas donné une direction. Ce qu'on aimerait savoir, c'est quoi la vitesse de la première bille, la bille mauve, avant la collision. C'était quoi V1? Et la vitesse vectorielle, plus que ça. Okay, c'est sa vitesse initiale. Vraiment, on pourrait connaître la direction, mais c'est parfaitement vers la droite. On voudrait savoir à quelle grandeur. Donc, regardons ceci. On va voir qu'initialement, j'ai une quantité de mouvement qui se trouve strictement dans ma bille 1, ma balle 1, peu importe, ma premier objet, cause la première n'a aucune vitesse. Après la collision, les deux ont des vitesses, donc les deux ont des quantités de mouvement. N'oubliez pas que la quantité de mouvement, c'est une valeur vectorielle, et donc on doit la conserver en X et en Y. Initialement, ma quantité de mouvement est strictement en X, j'en ai aucune en Y. Tandis que, après ma collision, remarque que j'ai une composante vectorielle vers le haut. J'ai une composante pour ma deuxième bille qui est vers le haut, qui veut dire que ma première bille, la vitesse ici qui ne nous ont pas donné une direction, devrait être vers le bas. À cause des deux, il faut qu'ils s'annulent. Si j'avais une quantité de mouvement initiale en Y de 0, je dois avoir une quantité de mouvement finale en Y de 0. La quantité de mouvement totale du système devrait être négative. Donc, si je pourrais dire, peu importe ce qui arrive, là, je devrais avoir une composante négative ici là, pour ma quantité de mouvement, et on pourrait la trouver. Sachant l'angle, la vitesse et le fait que les deux ont les deux masses, je devrais être capable de trouver c'est quoi la composante ici pour mon vecteur vitesse. Donc, avec ceci, on pourrait probablement trouver notre angle. Étant qu'on connaît la grandeur de l'hypoténuse, on connaîtrait la valeur de la composante vectorielle en Y. On pourrait trouver ce qu'est la composante vectorielle en X de nos deux balles. On pourrait trouver celle de notre deuxième balle et celle de notre première. Ensemble, quantité de mouvement devrait me donner la quantité de mouvement initiale. Donc, on va passer à travers ensemble. Donc, commençons à essayer de trouver la composante verticale ici, étant que la quantité de mouvement verticale doit nous donner une valeur totale de 0. Donc, moi, je dirais, tiens, on va mettre ça ici, en Y, la somme de toutes les quantités de mouvement initial doit être égale à la somme de toutes les quantités de mouvement final. Ceci est vrai. Donc, M1V1Y doit être égal à M2V2, M1V1', M1V1' en Y, plus M2V2' en Y. Comme on avait dit, toutes nos masses sont pareilles. Masse 1, masse 2 sont pareilles, donc on peut complètement scraper nos vitesses. Qui nous ramène à quelque chose de quand même assez beau, là. Regarde, ma vitesse initiale 1 en Y. V1 en Y, c'est quoi? V1, ben, on a pris cette direction strictement à cause qu'on voulait notre dimension horizontale, notre axe horizontal, qui soit en ligne avec V1. Donc, c'est quoi la composante vectorielle? C'est 0. Donc, si j'aurais vraiment un 0. La composante V1'Y, c'est ce qu'on cherche. C'est la composante juste ici qu'on a dessinée. Donc, je vais isoler ça. Ça, c'est mon inconnu. Et V2'Y, c'est la composante ici, là.
On va mettre en vert cette composante ici qu'on cherche. Donc ça, c'est opposé à mon angle. Donc c'est une costane. On peut utiliser notre rapport trigonométrique pour la trouver. 1,1 mètre par seconde. Ça, c'est opposé sin, ça, sin de 40. Et le tout est positif puisque c'est vers le haut. Je remarque quand j'amène ça de l'autre côté, ma valeur de V1' Y est une valeur négative de Donc, on vient de trouver la vitesse vectorielle en Y, ou la composante, pardon, de la vitesse vectorielle de V1'. Donc, V1'Y, négatif 0,707. Donc, c'est bien, c'est vers le bas, good to go. Et je connais l'hypoténuse aussi. Donc, connaissant maintenant la valeur d'une des cathètes, qui est de V1'Y' est égal à 0, pardon, négatif 0,70766 mètres par seconde. On pourrait aller trouver c'est quoi? On pourrait aller directement, tu pourrais aller trouver l'angle, puis ensuite trouver la composante horizontale. Moi, je voudrais savoir c'est quoi la composante horizontale. Pour une fois que je connais la composante horizontale, je connais les deux vitesses horizontales. Ensemble, ces deux quantités de mouvement horizontales doivent être égales à la quantité de mouvement initiale qui était dans ma première barre. Donc, allons maintenant en X. Donc, je vais effacer ça. Ouais. Donc maintenant, je vais aller trouver c'est quoi cette cathète-là. On peut utiliser un rapport sin-costan. Je ne connais pas l'angle, donc moi, je vais utiliser Pythagore. Je connais l'hypoténuse, une des cathètes. Je vais trouver l'autre. A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Je connais C à la 2, l'hypoténuse, mon vecteur vitesse. Je connais une des cathètes. Je vais trouver l'autre. Donc, on trouve A, B à la 2, C à la 2 moins B à la 2 racine carrée. On trouve ça C 1,36 mètres par seconde à la 2 moins 0, on peut mettre le négatif, il était à la 2, ça ne va rien changer. 70766 mètres par seconde à la 2 racine carrée. Donc, je mets ça vectoriel. La composante ou la cathète horizontale serait donc de 1,16138 mètres par seconde. Okay? Donc, quand même une vitesse positive vers la droite. Donc, j'ai maintenant deux vitesses. Ce qu'on vient de trouver, c'est la vitesse horizontale. Donc, on peut appeler ça plus précis V1'X'. Donc, c'est la vitesse de ma première balle, cette que vous voyez ici. La composante en X, et après la collision, on dit le prime. 1,16138 mètres par seconde. Donc, avec cette information, maintenant que je connais essentiellement la quantité de mouvement après la collision, je peux aller trouver c'est quoi la quantité de mouvement avant la collision et donc sa vitesse. Donc, si j'irais en X, la somme des quantités de mouvement initiales est égale à la somme des quantités de mouvement finales, qui est toujours vrai. Initialement, j'ai M1V1, on va dire en X. Ici, tout mon vecteur est en X, donc ce n'est pas important. Ensuite, j'ai besoin d'avoir M1V1', seulement la partie en X, puisqu'on est en X, plus M2V2X', encore, juste la partie en X. Vraiment, toutes les masses sont pareilles, donc on ne peut pas nécessairement directement parler de quantité de mouvement, puisqu'ils nous ont pas parlé ils n'ont pas donné la masse. Donc, on ne peut pas calculer c'est quoi les kilogrammes mètres par seconde, mais on peut aller directement à la vitesse, qui est bien correct. Je vais avoir V1 qui est égal à V1X, c'est ici, 1,16138 mètres par seconde, plus la composante horizontale du deuxième vecteur vitesse, qui est 1,1 mètre par seconde. Je veux avoir cos 40 degrés pour un vecteur vitesse 1 de, un beau nombre, 2,00 mètres par seconde. V1 est donc égal à 2, 3 chiffres négatifs, 0,0 mètres par seconde vers l'avant. Donc, voilà notre vitesse initiale, l'analyse en deux dimensions. Remarquez, c'est un problème qui est moindrement un petit peu simple. Je vais rajouter une petite partie ici juste pour vérifier. Est-ce que ceci est une collision élastique ou inélastique? Donc, ça se peut que ça revienne une couple de fois. Poser une question du type.
Et comment est-ce qu'on irait calculer ça? Bien, on va aller comparer les énergies. On va aller savoir si l'énergie initiale est égale à l'énergie finale. Donc, vraiment, pour un problème comme ceci, on irait trouver c'est quoi EI total. Donc, l'énergie cinétique initiale, c'est la somme des énergies totales initiales, qui va être, initialement, j'ai juste M1, V1. Donc, V1 à la 2 sur 2. Ça me donnerait mon énergie totale. Et de l'autre côté, ben, c'est quoi? Pour rendre ça un peu plus facile mathématiquement, allons faire une équation comme ceci. On va vérifier si ECI est égal à ECF, l'énergie cinétique finale et initiale. On va supposer que c'est vrai. Donc, on va dire, voici ECI égale à ECF. On va faire une vérification. J'ai M1V1 à la 2 sur 2 qui est égal à M2V2 à la 2 sur 2. Ça, c'est V2' plus M1V1' à la 2 sur 2. Encore, on remarque que toutes les masses sont pareilles. J'ai une division par 2 partout. On peut tout simplement comparer les vitesses au carré. Ça va nous dire si l'énergie a été conservée ou non. Donc, essentiellement, si on trouve quelque chose de vrai dans cette équation, 4 égale 4, 28 égale 28, 0 égale 0, we're good to go. Autrement, ce n'est pas une collision élastique. Je vais vous donner quoi la réponse, allons voir. La vitesse V1, on l'a trouvé, c'était 2 mètres par seconde. La vitesse V, ça c'est V2, V2', était 2. Donc là, on veut juste la vitesse, pas les composantes, mais la vitesse elle-même. Donc V2', c'était 1,1 mètres par seconde à la 2. Et V1' était de 1,36 mètres par seconde. 2 mètres par seconde à la 2 nous donne 4 mètres carrés seconde carré. Donc remarquez que ce n'est pas des joules, mais c'est correct. On veut juste vérifier que l'équation est vraie. Notre supposition, on a supposé que l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie cinétique finale. Si on trouve une vérité, quelque chose de vrai mathématiquement, ça veut dire que notre supposition était correcte. Si on trouve quelque chose de faux, donc 8 égale 29, 10 égale 5, 0 égale 1 million, là, ça veut dire que notre supposition était fausse. Donc, allons voir 1,1 à 2, qui nous donne 3,0596 mètres carrés par seconde carré. Est-ce que ceci est vrai? Est-ce que c'est vrai que 4 mètres carrés par seconde carré est égal à 3,5? Non, ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas élastique. Okay? Ça, c'est une façon qu'on peut vérifier si c'est une collision élastique ou non. On vérifie si la conservation de l'énergie cinétique a été respectée. Dans ce cas, non. On pourrait préciser si c'est une collision inélastique. Est-ce que c'est une collision parfaitement inélastique? Mais là, on va voir à nos deux vecteurs vitesse. Est-ce que les deux sont dans la même direction? Est-ce qu'ils sont en train de bouger ensemble comme s'ils étaient collés? Non. Ils s'en vont dans des directions opposées, donc c'est strictement juste inélastique. Donc, c'est tout pour ça. C'est une petite introduction. Je vous encourage à vous pratiquer big time avec celui-là. Ça peut être beaucoup plus long que les problèmes comme ceci. En effet, je pense que je vais en faire un dernier. Je vais sortir un exemple pour la prochaine. Je vous rajoute un petit problème. J'ai juste fait... je viens juste de l'inventer, donc on va voir si ça fonctionne. On va vérifier quelques petites choses. Donc, imaginez deux personnes qui courent pour une balle de basketball. Donc, c'est un match de basketball, tu as deux personnes, tu as une personne de masse 1, on va l'appeler personne 1, qui a de 60 kg, qui court dans une direction telle que donnée ici, à 4,2 mètres par seconde, et une autre personne un peu plus massif, de 60, moins massif, de 50 kg, qui court dans une direction pour arriver à la balle. Quand il arrive à la balle, il regardait par terre, il ne regardait pas où il allait, il rentre un dans l'autre, et pour un instant, pour un petit intervalle de temps, disons 1 milliseconde, 3-4 millisecondes, ils vont rester accrochés et avancer ensemble après la collision. Donc, imagine vous avez un gros câlin, là, puis ils continuent ensemble. Donc, effectivement, on veut savoir c'est quoi qui arrive, c'est quoi la vitesse après, c'est quoi V', là, ici. On connaît leur vitesse, leur masse avant la collision. J'aimerais savoir après la collision où est-ce qu'ils s'en vont, dans quelle direction. Et aussi, je voudrais savoir c'est quel type de collision. On va vérifier certaines choses. Donc, allons voir. Donc, premièrement, on devrait toujours se dire que la conservation de la quantité de mouvement est respectée, peu importe le type de collision. J'ai deux personnes qui sont en train de courir, surtout vers la droite. Remarquez que les deux ont des composantes positives vers la droite. Une en a une composante vers le bas, l'autre une composante vers le haut. On s'imagine que la vitesse devrait probablement être encore vers la droite après la collision. Donc, ils ne vont pas commencer à reculer de nulle part. Donc, je sais que je devrais avoir une composante horizontale de positive. Verticalement, c'est un peu difficile à voir. J'ai une grande masse avec une petite vitesse, petite masse, grande vitesse. Les angles aussi vont jouer un jeu. Je ne suis pas certain des composantes verticales. Je ne m'entends pas que tu vas voir ça immédiatement. Donc, on n'est pas certain qu'est-ce qui va arriver en Y.
Donc, commençons en X et on va voir qu'est-ce que ça nous amène. Donc, moi, je dirais en X, allons voir la quantité de mouvement. Donc, la somme des quantités de mouvement initiales va être égale à la somme des quantités de mouvement finales, tout ça en X. Okay? Vertical, tout en X. Initialement, j'ai M1V1X plus M2V2X, tout ça vectoriel. Après la collision, et ils sont collés ensemble. Je vais avoir une masse 3, je vais l'appeler masse 3. Des fois, tu vas avoir masse 1, 2, ou masse 1 plus 2, ou masse 1 plus masse 2. Peu importe, c'est une nouvelle masse qui est la combinaison des deux. Cause que j'ai dit, ils ont resté collés après. Ils vont avoir une certaine vitesse V2x. Remarque, problème comme ça quand même assez simple. Je connais la masse 1 V1, je connais la masse 2 V2. Je peux les trouver les composantes en X. Et donc, je pourrais isoler V2x. On pourrait trouver c'est quoi la composante vectorielle V2x. V2x serait donc égal à M1V1x plus M2V2x, vectoriel certainement, sur M3, qui est la masse des deux. Basically, je suis en train de partager toute la quantité de mouvement initiale sur une nouvelle masse. Qu'est-ce qui arrive si je prends toute leur quantité de mouvement en X, puis je la donne à un nouvel objet, qui est la combinaison des deux? C'est quoi sa vitesse? Donc, masse 1, j'ai 60 kg fois une vitesse de 4,2 mètres par seconde, mais je veux seulement la composante horizontale opposée à mon angle, donc sin de 75, plus 50 kg fois une vitesse de 5,3 mètres par seconde, et la composante horizontale opposée encore, c'est bon, j'ai sin encore, sin de 67 fois. Tout ça sur la masse combinée des deux qui est de 110 kg. Donc ça me cache une composante Vx de une vitesse en x de, c'est ça, ça c'est V, ça c'était V3x, pardon, je fais une petite erreur, V3x, 4,29918 mètres par seconde. Donc, après la collision, je ne suis pas certain qu'est-ce qui passe en Y encore, mais je sais qu'il y a une composante positive, comme on s'est attendu, de 4,299. Donc, 4,299 mètres par seconde. Voilà la vitesse de mon objet combiné après la collision en X seulement. Maintenant, il faut qu'on aille faire la même chose, sauf cette fois en Y. Faites attention, maintenant qu'on va être en Y, j'ai quelqu'un qui bouge vers le bas, quelqu'un qui bouge vers le haut. Ça va devenir un petit peu plus compliqué du sens qu'on va avoir un négatif là-dedans maintenant. Donc, allons faire ça. On se trouve maintenant en Y. Je vais faire la même chose. Initialement en Y, j'ai M1V1Y plus M2V2Y. Après, je vais avoir M3V3Y, la composante en Y. Et encore une fois, c'est bien, j'ai juste besoin d'isoler cette valeur, je connais tout le reste. Donc, V3Y, ça ressemble encore exactement à ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf avec des Y. On trouve, c'est quoi toute la quantité de mouvement initial, en Y strictement, et on la partage sur une nouvelle masse, masse 3. Donc, même chose, sauf que cette fois, mes vecteurs, on doit considérer leur direction. La dernière fois aussi, là, on était chanceux que c'était deux positifs. Cette fois, là, ma masse 1, elle bouge vers le bas, composante négative. Masse, 60 kg. Vitesse va être de 4,2 mètres par seconde. Je veux la composante qui est adjacente, donc cos. Cos de 75. Et remarque que mon vecteur ici, là, il va vers le bas. Ma composante verticale est négative. Donc, je peux mettre mon négatif en avant. Je peux mettre négatif 1, tu aurais pu mettre négatif 4,2. Autant que tu te souviens que ce terme doit être négatif. L'autre, il reste positif, il s'en va vers le haut. Plus 50 kg, 5,3 mètres par seconde, cos de 60 degrés. Et tout ça encore partagé sur la même masse de 110 kg. On retrouve la quantité de mouvement totale en Y. Je ne pense pas que c'est un très grand nombre, étant qu'on a une partie négative et une partie positive. Les deux vont s'annuler largement, mais ça se peut qu'il y en ait un qui gagne sur l'autre. Donc, allons voir. Donc, j'ai une valeur positive qui veut dire que c'est masse 2 qui a gagné, donc le fait qu'il y avait une plus grande vitesse, c'est ça qui a gagné sur le tout. Mais ce n'est pas un très grand montant, là. La vitesse de ma masse combinée est de, en Y, 0,61114 mètres par seconde.
qui n'est pas grand-chose, mais quand même pas négligeable. Donc là, je pourrais aller redessiner ça. Là, je viens de trouver la composante verticale qui est positive, 0,61114 mètres par seconde. OK. Je connais les deux composantes de ma vitesse. Je pourrais donc aller appliquer Pythagore pour trouver c'est quoi la grandeur du vecteur vitesse, la composante ici. Donc, on a déjà fait ça. A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. A, donc 4,299 mètres par seconde à la 2 plus ma composante verticale 0,61161 mètres par seconde à la 2. Tout ça racine carrée pour me donner ma valeur de mon hypoténuse qui est légèrement plus grand que 4,2, 4,3422 mètres par seconde. Donc, la vitesse après, donc vitesse 3, on l'avait appelé vitesse 3', on aurait pu mettre des primes pour toute une vitesse 3, c'est après la collision. C'est une nouvelle variable, ce n'est pas nécessaire, mais ça peut vous aider. 4,2 chiffre significatif, 4,3 mètres par seconde. OK? Donc, après la collision, je connais la grandeur de la vitesse, mais ça serait aussi important de connaître la direction quand on parle de vecteur. Pour trouver la direction, c'est qu'on utilise, personnellement, j'aime utiliser tan. Tan de négatif 1 opposé sur adjacent 0,61114 sur 4,299. On va me donner mon angle. Ça va être un très petit angle. 8,097 degrés. Donc, θ est égal à 8,1 degrés. Donc, la vitesse vectorielle après la collision serait de 4,3 mètres par seconde à un angle de 8,1 degrés d'après mon système de référence initial qui était donné. Hein, un peu arbitraire, peut-être c'est genre le center court. Peu importe. J'avais donné un système d'orientation, on l'utilise. Dernière chose que je vais aller faire, c'est vous poser la question, quel type de collision est-ce que ceci est? Il devrait avoir pas mal un dead giveaway, là. Ça devrait être sauté d'en face que c'est parfaitement inélastique puisque les deux se rejoignent après. Pour vraiment confirmer, disons que ça n'aurait pas été le cas qu'ils se combinent après. Disons que les deux ils se frappent et ensuite tombent dans deux différentes directions opposées. Comment est-ce qu'on confirme que c'est un type de collision sur l'autre, comparativement à l'autre? On doit vérifier la quantité, l'énergie cinétique des systèmes avant et après. Donc, on l'a fait tout à l'heure. On va faire une dernière fois, puis ensuite, je vais vous laisser avec vos devoirs. Donc, ici, on veut comparer toute l'énergie cinétique avant et toute l'énergie cinétique après. Remarque, là, je n'ai pas pensé à mes affaires aucunement. Il ne devrait pas avoir une égalité dans les deux. Ça devrait être une collision qui est parfaitement inélastique. Donc, je devrais avoir une différence dans mon énergie cinétique initiale et finale. Donc, deux différentes façons de le faire. Tu peux calculer l'énergie initiale, cinétique initiale, puis ensuite l'énergie cinétique finale après les comparer. Tu peux faire ECI égale ECF et voir si ça te donne quelque chose de vrai. Peu importe, ça revient à la même chose, autant que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Donc, MV2 sur 2 plus M2V2 sur 2 sur 2, 60 kg, 4,2 mètres par seconde sur 2 plus 50 kg, 5,3 mètres par seconde divisé par 2, qui nous donne une quantité d'énergie cinétique initiale de 1231,45 joules. Pardon, j'ai oublié de les écrire, là, mais c'est à la 2 à la 2. Donc, initialement, j'ai 1231 joules. Après la collision, ça va prendre une autre couleur, énergie cinétique finale. Maintenant, je vais avoir M3, c'est juste un système, je n'ai pas deux masses qui bougent, avec une vitesse V3 à la 2 sur 2. La masse est de 110 kg, la vitesse de 4 points. Je vais prendre la valeur qui est non arrondie, je peux être aussi précis que possible. 4,3422 mètres par seconde à la 2 sur 2, qui est une valeur de 1037 joules. Donc, remarque qu'il y a une baisse d'énergie cinétique. Donc, j'avais 206 environ, 206, 205 joules de plus. Avant ma collision, il y a 206 joules d'énergie qui a été perdue. Les personnes ont peut-être se sont frappées, il y a eu un son qui a été produit. Peut-être il y a eu de la friction entre les deux, peut-être il y a autre chose qui s'est passé pour produire cette perte d'énergie. N'oubliez pas, c'est une perte d'énergie cinétique, pas une perte d'énergie en général. Ça ne se perd pas, ça se transforme seulement. OK.
J'ai fait ce deuxième problème, je peux vous montrer, là, tu peux avoir à faire beaucoup de calculs. Ta quantité de mouvement est conservée en X et en Y de façon indépendante. Et ton énergie cinétique, ça va dépendre si c'est élastique ou inélastique, si tu peux l'utiliser ou non. Donc, bonne chance, faites vos devoirs, pratiquez-vous avec ceci big time, attendez-vous vraiment d'avoir au moins un dans votre évaluation. Et autre que ça, c'est la fin de l'unité. Donc, la petite unité, on passe à la lumière. Ouais, la lumière va être la prochaine unité qu'on va faire. Bonne journée.